Bonjour à tous, aujourd'hui dans cet enregistrement, on va voir ensemble le compte rendu de la journée CX Paris qui a lieu en juin dernier et qui a été organisée par le magazine Relations Clients Mag. Donc comme vous allez sans doute vous rendre compte, on va beaucoup parler de relations clients, d'expérience client et de culture client. Donc cette journée était animée en maître de cérémonie par Martine Fuxa et puis Thierry Spencer du blog Le Sens du Client. Donc c'était vraiment intéressant parce que c'était une journée qui était centrée sur l'humain, sur l'émotion, la transformation et l'expérience client, et un peu loin de tout ce qui est un petit peu la mode avec l'intelligence artificielle, etc. Donc c'était vraiment intéressant parce que c'était un point de vue qui était un peu original et qui dénotait de ce que l'on voit actuellement le plus souvent, et surtout on voyait des très très bons exemples d'expérience client qui mettent l'humain en fait au cœur de cette réussite. L'introduction a été faite par Laurent Vimon, le PDG de Century 21. C'était une excellente intervention, une des meilleures de la journée, avec comme sujet principal l'expérience client, comme principal actif de la marque. En fait, cette intervention était vraiment très bien parce qu'il a raconté à la fois des anecdotes et des histoires de son quotidien, ou du quotidien de son service d'expérience client, tout en donnant des bonnes pratiques. Et c'est vraiment en cela que j'ai bien aimé cette intervention. C'est vrai que ça fait plus de 20 ans qu'il est chez Century 21. Et en fait, il faut savoir que les Échos classent régulièrement Century 21 comme les premiers au niveau de l'accueil du service client. Son message de départ, c'était simple, hein, et si le service client était simple comme bonjour? Et c'est vrai que cette formule-là était très simple et synthétisait tout à fait son intervention. Il donne en fait comme exemple un patron d'une grande entreprise du CAC 40 qui lui a dit voilà, vous gagnez chaque année les prix des Échos sur l'expérience client. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils pour comment ça se passe mieux dans la boîte? Donc en fait, il est allé là-bas en rendez-vous et bien entendu, avant d'arriver, il est passé par l'accueil. Et là, le premier conseil qu'il a dit à la personne qui était le big boss de cette entreprise du CAC 40, alors, vous devriez passer par l'accueil et vous verrez comment vous recevez exactement vos clients. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tous les employés, dont le DG de la boîte en question du CAC 40, ils ne passaient pas par l'accueil principal, ils passaient par une entrée réservée, un ascenseur réservé, etc. Et ils disaient, regardez, vous arrivez à l'accueil de chez vous et vous voyez une hôtesse qui n'est pas du tout aimable, qui n'est pas du tout ouverte et qui avait l'impression de déranger. Or, comme il disait, une des clés, c'est de dire bonjour, faire de l'accueil, ce qui était très 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 loin d'être le cas dans cette entreprise. Donc, comme il disait, on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une bonne impression, et là malheureusement ça ne marchait pas. Et si ça ne marche pas à l'accueil de l'entreprise, s'il n'y a pas cette volonté au niveau du personnel, s'il n'y a pas une volonté d'avoir un service client, une culture client de qualité, comment voulez-vous que dans toute l'entreprise, si la direction, si ne serait-ce qu'à l'accueil on ne donne pas l'exemple, comment voulez-vous que les autres suivent justement cet exemple? Voilà. Et il disait qu'au contraire, chez Century 21, l'accueil est vraiment important. Les nouveaux arrivant dans la franchise en fait ont des journées de formation, et dans ces journées de formation ils apprennent à dire bonjour. C'est un petit peu comme Belmondo dans Itinéraire d'un enfant gâté. Je vous invite à taper cette scène qui est vraiment culte entre Belmondo et Anconina, où en fait Belmondo lui apprend à dire bonjour, à ne pas être étonné, etc. Et là ils leur apprennent à serrer la main, à regarder dans les yeux, et pour eux ils disent le bonjour est une des clés essentielles pour avoir la confiance du client. Il faut montrer viscéralement l'envie d'aider. Voilà. Donc ils indiquaient également qu'il est essentiel de retenir une solution digitale qui touche tout le monde, du conseiller digital, de la FNAC, etc., etc. Ils disaient qu'en fait que le digital a véritablement changé le paradigme. Auparavant, en fait, le savoir était détenu par une petite partie des gens. Et comme il disait, il y a 20 ans, on allait à la FNAC et on attendait que le vendeur de la FNAC daigne vous regarder parce qu'il était derrière son comptoir, un petit peu comme un sachant, et il fallait lui demander les informations. Comme pareil, si on va chez un médecin, en fait, traditionnellement, le médecin, c'est lui qui sait tout, donc en fait, on est en train un petit peu d'attendre ce qui se passe. Or, en fait, tout cela maintenant a changé. Maintenant, en fait, avec le web, tout simplement, le patient va parfois sur Doctissimo, il tape sur internet avant d'aller à son rendez-vous, puis c'est mieux que le médecin ce qu'il a. Bon là c'est pas toujours le cas, mais par contre à la FNAC, moi je le vois, avant en fait d'aller directement prendre mon rendez-vous ou mon matériel à la FNAC, ça m'arrive souvent d'aller rechercher et de dire je veux tel appareil.
Et en fait, c'est vrai que quand on a passé des heures et des heures, parfois on en sait beaucoup plus que le conseiller. Et justement, là, c'était pas le cas de Laurent de Century 21 qui expliquait voilà, que le vendeur change de posture, mais c'est vraiment le cas. Il n'y a pas très longtemps, en fait, je discutais avec quelqu'un qui était dans la grande distribution, et il disait que justement, il y a plus de gens qui arrivent, qui savent de l'information, et parfois, ils savent de l'information, mais ils sont persuadés d'avoir raison, alors que c'est pas forcément toujours le cas. Or, en fait, si le vendeur se braque en lui disant, mais non, c'est pas ça qu'il faut prendre, il faut prendre plutôt tel matériel, et ben on arrive juste à frustrer le client et ne pas avoir confiance en lui parce qu'on est en train de renier tout le travail qu'il a fait en ligne, les heures qu'il a passé à rechercher le produit. Donc souvent, un vendeur, il aura tout intérêt non pas à refaire un process de vente, mais à prendre le process de vente où il est le client, en disant tiens, vous voulez tel truc, ah d'accord, ah c'est un bon choix, etc., etc. Et ensuite de dire mais au fait vous avez pensé à ça, ah et si vous pensiez à ça. Ne pas en fait renier le travail du client, mais au contraire l'accompagner dans son choix et lui indiquer parfois le meilleur produit qui est le plus adapté pour lui. Voilà. Donc chez Century 21, pour revenir à cette histoire-là, avant c'était le conseiller qui estimait le prix. Maintenant le client croit entre guillemets savoir la valeur de son bien, mais en fait c'est après à l'agence immobilière à lui dire mais attendez, oui c'est telle valeur, mais vous pouvez vendre plus cher ou moins cher grâce à ceci, cela. Donc encore une fois il faut accompagner le client, accompagner la vente. Donc on est passé d'un monde de sachant à un monde de trieur d'informations. C'est ça ce qu'il indiquait. C'est-à-dire qu'en fait les gens vont rechercher la bonne information, le bon produit, etc., etc. Le conseiller doit donc changer de rôle et aider le client à concrétiser son projet, à confirmer son choix, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. C'est plus le même rôle, il n'est plus là pour savoir tout, mais aider le client à dire ok vous avez fait le bon choix, ceci, cela, de l'accompagner, l'aider. On n'est plus dans un vendeur qui vend, mais un vendeur conseil. Donc on est également dans un univers concurrentiel où la concurrence et la compétition ont un impact majeur. L'expérience client, en fait, ça je le dis et je le répète tout le temps, on n'est plus comparé maintenant au leader de son enfin par rapport au leader de son secteur à soi, mais au contraire, on est comparé par rapport aux autres entreprises. C'est-à-dire que souvent, en fait, on n'est pas comparé par rapport à la qualité de service de ses concurrents dans son secteur d'activité, mais au contraire, souvent, en fait, on est comparé par rapport aux meilleurs de son activité parce que les gens ils comparent par rapport à ce qu'ils trouvent chez Apple, qu'ils trouvent à la Fnac, qu'ils trouvent dans d'autres secteurs d'activité, et quand en fait ils voient en fait des entreprises qui n'ont pas ce niveau-là, ils sont déçus, ils se disent mais attendez, moi pour acheter mon ordinateur, j'attends pas, ou Apple j'ai un niveau de service qui est exceptionnel, etc., etc. Donc en fait il faut savoir que maintenant les gens s'attendent non pas à ce que vous donniez le même niveau de qualité que les autres, mais que vous soyez au même niveau que le meilleur qu'ils connaissent. Voilà. Donc on arrive parfois même à une création d'expérience qui vient parfois de petites choses. Par exemple, en fait, dans certaines voitures allemandes, comme il disait, lors de l'achat du véhicule, le vendeur ne peut pas toucher à la poignée du conducteur. Il y a un cérémonial et c'est en fait le client qui en fait doit être le premier entre guillemets à utiliser la voiture. On utilise parfois des gants blancs, des choses comme ça. Donc voilà, en conclusion, on ne doit pas être juste le meilleur de son secteur d'activité, le meilleur par rapport à ses concurrents, mais le meilleur par rapport aux références du secteur, comme par exemple on parlait de la Maïf, Apple, etc., etc. Dans le service, il est vraiment préférable aussi d'opposer la méthode Haribo, qui en fait une méthode un petit peu intelligente, à l'application bête et méchante des procédures. Alors ce qu'il appelle en fait la méthode Haribo, c'est très très simple. C'est qu'en fait chez Century 21, ils ont raconté en fait une petite anecdote qui a été assez sympa. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, ils ont un flyer bienvenue chez vous, qui est remis par les agences à chaque vente ou location avec un petit mot manuscrit fait par le directeur de l'agence. Mais en fait, ils se sont rendus compte, en fait, grâce à une enquête et un retour client, qu'il y avait en fait eu un phénomène un petit peu waouh. C'est-à-dire qu'en fait, un étudiant qui connaissait des gens chez Century 21 a dit ah, attends, c'était vraiment génial, j'ai loué mon logement et en plus, quand je suis arrivé dans le logement, j'ai eu 2 paquets de fraises Tagada, plus une bouteille d'eau dans mon logement, et l'étudiant a dit waouh c'est génial, ils ont pensé à moi, c'est un petit truc. Donc ce sont parfois des petites attentions qui font la différence. D'où l'intérêt en fait d'utiliser des solutions d'enquête de satisfaction, de remontée client, et après de faire un petit peu d'outils d'analyse sémantique. En fait, on va passer à l'analyse sémantique l'ensemble des remontées clients et on va pouvoir détecter comme ça des petites bonnes pratiques, des choses qui sont vraiment pertinentes et qui font vraiment un effet waouh et qui pourtant n'arrivent pas tout le temps. Et ça, en fait, ce sont ces bonnes pratiques cachées qu'il va falloir en fait essayer de remonter, d'identifier et après de diffuser à l'intérieur de l'entreprise. Donc en fait,
Ce qu'il voulait dire là-dedans, c'est qu'en fait, il faut rajouter du sens aux procédures. C'est pas parce qu'en fait, on a mis en place des procédures de qualité pour avoir un même niveau de service et un même niveau de qualité partout, qu'il faut les suivre comme ça de manière bête et méchante. Il faut plutôt insister sur l'intention et l'attention. Et en fait, voilà, pourquoi on fait une procédure? Parce que le client, il faut qu'on soit sûr qu'on vérifie ceci, cela. Pourquoi on fait l'attention? Parce qu'il faut porter attention au client, à ses besoins, etc. Donc en fait, on est vraiment dans cet esprit-là, et il l'a rappelé, on n'est pas là pour faire des choses administratives, mais pour aider le client. Donc il faut bien sûr pas tout gérer non plus avec des process. Laurent Vimon l'a indiqué, hein. Il racontait en fait son expérience dans un garage Mercedes où tout simplement il disait voilà, il allait voir son réparateur, il disait bon bah ok, faites-moi la réparation. Et puis en fait le garagiste est obligé de lui dire non, attendez, non, vous pouvez pas partir là-dessus parce que je faut que je vous liste les 25 points de la checklist pour vous dire exactement qu'est-ce qu'on va vérifier dans votre bagnole, parce qu'en fait tout simplement on est noté là-dessus. Et donc en fait c'était un effet qui était plutôt pervers et plutôt inverse, parce que là en fait ça ennuyait plutôt d'attendre, de voir la liste, etc., etc. Alors qu'en fait, il faut savoir le mettre de manière intelligente. Quand on parlait d'intention et d'attention, et il faut dire, bah, attendez, voilà, je vais vérifier ça, ça, ça et ça, est-ce que ça vous intéresse, blabla. Pas juste réciter, dire c'est important, parce qu'autrement je me fais faire taper sur les doigts, mais expliquer pourquoi, qu'est-ce que ça apporte, etc. Ou alors si c'est un client pressé, dire, bah, attendez, je vous fais confiance, il y a 25 points, on va vérifier ça, 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 et aller beaucoup plus rapidement et pas lister les 25 éléments de la checklist. Voilà. Quand on a trop confiance, quand on fait trop confiance à une procédure, parfois ça peut desservir. Voilà, trop de procédures nuisent à l'expérience client. Donc pour valider l'expérience client, ils ont mis en place 3 dispositifs qui sont assez intéressants. Ils ont ce qu'ils appellent le 100% réactif. Qu'est-ce que c'est le 100% réactif? C'est en fait tous les mois, une agence reçoit un appel mystère ou un email mystère, et l'agence doit bien sûr répondre dans les délais qui sont impartis dans les critères de réponse au client. Ça peut être 3 heures, ça peut être 6 heures ou plus de 6 heures. Et selon les délais de réponse, 3 heures à 6 heures ou plus, en fait ils ont un smiley rouge, orange ou vert. Et ainsi ils sont capables de détecter les bons élèves et les mauvais élèves avec les notes en fait qu'ils publient en fait sur le site internet. Donc vraiment il y a une transparence totale sur la qualité de service. Ils ont également un dispositif d'enquête client afin de mesurer la satisfaction. En fait ils ont 97% de personnes qui sont satisfaites. Alors là je fais ma petite parenthèse. Ayant travaillé dans pas mal d'entreprises qui mettent en place des enquêtes de satisfaction, généralement, si vous n'avez pas un taux de satisfaction de 90% à peu près, c'est que vous n'êtes pas bon. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, c'est surtout les gens très contents, les gens contents qui sont satisfaits. Les gens insatisfaits, c'est généralement une minorité si vous avez un produit correct. Donc généralement, voilà, 90% c'est une norme pour un produit de qualité normale avec un service client de qualité. Voilà. Donc, bien entendu, ce que dit aussi Sentier-21, c'est qu'en fait, cette enquête de satisfaction ne concerne que les clients, entre guillemets, contents, parce qu'ils ont acheté un bien chez Sentier-21. Donc, en fait, ils étaient plutôt contents de la marque, ils n'ont pas été mal reçus. Donc, en fait, ils se disent, c'est un bon dispositif qui permet de mesurer l'expérience client, mais qui mesure uniquement l'expérience client de manière partielle. D'où, en fait, un autre dispositif qu'ils ont mis en place qui s'appelle Parole de client. Et là, en fait, ils demandent aux prospects et aux clients leur avis lors des étapes clés du parcours client. C'est-à-dire qu'en fait, des enquêtes sont envoyées et des avis sont publiés sur le site de l'agence et de la site de marque et de l'agence. C'est-à-dire le site institutionnel, qui est le site principal, et de l'agence. En fait, ça permet tout simplement de valoriser les bons et de rendre visibles les problèmes. C'est comme un avis qui est déposé automatiquement. Donc c'est un avis qui est déposé automatiquement. Au début, en fait, les agences justement du réseau étaient réticentes, tout simplement parce qu'ils disaient mais non, si on a un mauvais avis, qu'est-ce qu'on fait? Si on a un mauvais avis, qu'est-ce qu'on fait? On répond et on corrige l'avis, on explique, enfin on corrige, on explique en fait dans les commentaires, dans la réponse à l'avis qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Donc voilà, donc ça c'est la première chose, et surtout en fait généralement ça pousse à avoir un process de qualité, aux gens à répondre aux avis négatifs, et dans le cas de figure quand on a un bon produit, un bon service, de toute façon les avis sont positifs dans une très grande globalité, donc c'est pas la problématique d'avoir une masse d'avis négatifs. Ça c'est uniquement négatif lorsque vous avez une qualité de service qui est pourrie, et à ce moment là en fait vous prenez des coups de bâton, et là oui il faut éviter d'avoir ce genre de notation, parce que si vous faites ça, vous allez en fait prendre un bâton pour vous faire battre. S'il n'y a que des gens qui sont pas contents et qui vous plombent et qui vous détruisent sur les réseaux sociaux ou sur des avis, faut pas les publier, mais si vous avez des clients qui sont globalement satisfaits, c'est tout à fait positif. Voilà.
Alors il rappelait en fait que son propre système de notation est important parce que il y a certaines entreprises et certaines activités qui ont fait l'erreur de ne pas gérer ça. À chaque fois on donne en exemple le secteur de l'hôtellerie. On voit que c'est TripAdvisor, c'est Booking.com, toutes ces entreprises-là qui ont en fait trusté les avis et qui en fait monopolisé tout ce qui est la qualité de service, parce qu'en fait les hôteliers étaient un petit peu réticents à montrer un peu si les gens étaient satisfaits ou pas, quelle était la qualité, etc. Puis il y a des gens qui ont donné des avis avec en plus éventuellement des promos, et ils ont tué la relation client entre les hôtelleries, l'hôtellerie et les clients finaux, parce qu'ils se mettent maintenant au milieu, ils versent des commissions à ces sites comme Booking, TripAdvisor et compagnie, et même Airbnb, mais c'est un business model qui est différent. Mais en fait, on voit en fait que si on ne sait pas gérer sa propre relation client, son service client avec justement ses clients et prospects, il y a quelqu'un qui va peut-être le faire à sa place parce qu'il y a un véritable besoin. Donc si vous ne donnez pas un espace de communication aux clients, à ce moment-là, ils vont trouver un autre espace que vous ne maîtrisez pas. Et ça, on le voit également lors des clients qui sont très très mécontents. Qu'est-ce qu'ils font ces clients très très mécontents? Ils vont entre guillemets faire la justice, et ils vont aller sur des sites comme Twitter, sur Facebook, ils vont aller sur des blogs, etc., etc. Et puis ils vont essayer de se défouler sur une marque, ou alors ils vont créer une page. Moi, ça m'est déjà arrivé, et j'ai eu des expériences clients qui étaient très négatives sur Internet. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas gêné. Je les ai essayé de les descendre sur les commentaires, sur les avis, etc. Parce que si on n'offre pas une qualité de service, qu'on ne veut pas répondre, moi ça m'est déjà arrivé, des gens qui ne veulent pas répondre ou des gens qui ne reconnaissaient pas des torts, je suis très mécontent, je suis très furieux, comme je connais bien les médias sociaux, je peux vous assurer que ça peut faire des dégâts assez importants. Voilà. Donc ça, c'était une première intervention, c'était l'une des meilleures de la journée. La seconde est également de très bonne facture. C'était en fait Tilt Ideas, donc Tilt comme un flipper qui fait tilt. Et en fait, il parlait de l'expérience client augmentée. Donc en fait, c'était les nouveaux paradigmes au niveau de l'expérience client. C'était assez intéressant parce qu'il partait sur le fait en fait que qui est très important, c'est que avant de vouloir faire en fait une expérience client exceptionnelle, une expérience client extraordinaire, etc. Il faut déjà en fait tout simplement respecter le contrat de base. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, on va essayer d'améliorer l'expérience client, etc., etc. On va embaucher un community manager ou un customer success manager. On va mettre une direction d'expérience client. Ok, très bien, c'est une très bonne chose. Mais avant de se dire voilà, on va faire une expérience client waouh, il faut déjà que le produit réponde aux attentes de base. Si le produit est chiant, s'il est compliqué, s'il n'est pas facile à utiliser, il faut déjà commencer par travailler ces différents points qui sont essentiels pour le client. Et c'est uniquement qu'ensuite on va pouvoir travailler là-dessus. Donc il faut travailler sur le produit, mais également, le deuxième point qui est important, sur l'engagement et les collaborateurs. Parce que tout simplement, on ne peut pas en fait donner une expérience client exceptionnelle si les collaborateurs ne sont pas là. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une culture client? Une culture client, c'est ce que font vos clients, vos collaborateurs avec les clients lorsqu'ils ne se sentent pas observés. C'est-à-dire que quand ils sont en situation normale, et comment ils interagissent avec le client. Est-ce qu'ils disent un bonjour sincère et franc, ou alors ils sont en train de juste dire bonjour comme vous le voyez dans de nombreuses caisses, où c'est bonjour et hop, voilà, entre guillemets on les a obligés à dire bonjour, et c'est tout. C'est un petit peu comme on parlait tout à l'heure, l'intention et l'attention entre un bonjour, bonjour madame, je suis content de vous voir, un bonjour, client suivant, etc. C'est totalement différent. Donc voilà, donc c'était intéressant parce qu'en fait il parlait vraiment de prospective, d'anticiper les besoins futurs. Tout simplement, il est également intéressant de noter qu'ils ont repris un petit peu le principe du growth hacking. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez lire mon bouquin le growth hacking, comment doubler son nombre de prospects en 8 semaines, ou alors ma formation vidéo la Star Marketing Academy, vous tapez ça sur internet, où j'explique justement ces fameuses techniques de bêta test permanent. C'est-à-dire que il faut tester de nouvelles choses, il faut se dire les choses de maintenant sont peut-être vraies, mais c'est ce qu'on appelle en fait des vérités successives. Ce qui est vrai maintenant n'est pas forcément vrai dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Donc il faut réinventer son métier et oser. Toutes les entreprises qui sont sclérosées, qui n'ont pas bougé, elles sont en risque important. Donc l'idée en fait qu'on sommes dans un millénaire de PPP. Qu'est-ce que c'est un millénaire PPP? En fait c'est paradoxaux. Vos clients sont plus ou moins achètent des choses plus ou moins. Par exemple, ils peuvent acheter un produit low cost le matin et après l'après-midi acheter une marque de luxe. Ils sont parfois aussi paranoïaques. Tout simplement,
avec tout ce qui est tracking sur Internet, ils veulent plus donner leurs coordonnées, ils rendent des fausses informations, etc., etc. Et en fait, ils sont plus poreux que une boulette, tout simplement parce que vos clients ne sont plus votre propriété exclusive. Il suffit de faire une petite recherche, hein. Vous regardez sur les fans Facebook, vous pouvez faire un ciblage sur une page donnée, vous pouvez regarder des fans Twitter donnés, etc., etc. Donc en fait, on ne peut plus se dire mes clients c'est ma propriété exclusive. Non, vos clients, on peut les retrouver et on peut les contacter. Voilà. On est comme le disait tout à l'heure le DG de Sentir 21, on est dans la fin de l'expertise et des sachants. La connaissance est partout, elle est sur le web, il faut faire le tri. Parfois les clients veulent aussi plus pour moins. Là encore une fois, il faut avoir cet aspect héroïque, mais en même temps ils sont variables et à géométrie variable. Comme je le disais, le matin ils peuvent acheter un produit low cost et l'après-midi aller dans une plage de luxe et se payer une bouteille de champagne. Voilà. Donc c'est vraiment important de se dire que les entreprises et les clients doivent évoluer, faire face à cette évolution à la fois de la concurrence et à la fois des secteurs d'activité. Pour Tilt Ideas, il n'y a qu'un seul ennemi, c'est la complexité. Il est important de faire simple, car la capacité d'attention d'une personne à peu près c'est 8 secondes. Donc en fait, il faut faire très peu de choses, mais très bien, afin que le parcours client soit le plus fluide possible. En fait, il dit voilà, faut adopter la philosophie des 3 S. Il faut simplifier, faire le plus simple possible comme Amazon. On est en un clic, on commande, on a la version premium et on se fait livrer rapidement, etc., etc. Deuxième chose, c'est le service. On doit gérer tous les maillons de la relation client comme Google, c'est-à-dire de manière simple. Se souvenir, c'est-à-dire en fait on va essayer de travailler sur le souvenir comme Harley Davidson qui travaille sur la légende de la marque, hein, etc. Donc il cite encore Kevin Kelly qui a écrit le livre The Inevitable avec 12 clés de la transformation digitale avec des grandes tendances et je vais vous les citer juste un petit peu après, hein. Donc on est sur la fin de la fidélité et bienvenue à l'engagement client, c'est-à-dire collectif individuel, de l'engagement collaborateur à celui du client. C'est-à-dire qu'en fait, si en fait les clients sont plus fidèles, ils peuvent switcher facilement, il faut leur donner une bonne raison de rester. Donc en fait, il faut travailler sur cette bonne raison, pourquoi moi plutôt qu'un autre tout simplement. L'excellence client devient en fait un combat. Il faut toujours être dans l'optimisation, chercher à aller plus loin, parce qu'en fait, si on stagne, et en fait, son niveau d'expérience peut se retrouver copié par d'autres personnes. Et de toute façon, si on s'arrête à un moment donné sur un niveau de qualité, elle se banalise parce que les autres sont capables de faire la même chose. Voilà. L'expérience client, c'est pas une mode, mais juste un prétexte pour accélérer le désilotage des équipes et des entreprises. Ça, c'était quelque chose qui est intéressant et qui est revenu plusieurs fois dans cette journée-là. C'est tout simplement parce que l'expérience client, c'est vraiment le terme à la mode, mais en fait, derrière cela, qu'est-ce qu'on fait? On désilote. Souvent, quand il y a une direction d'expérience client, elle regroupe le service client, elle regroupe le service des études, souvent, elle attrape également une partie du marketing, et en fait, elle est présente dans tous les niveaux. Elle est présente au niveau de l'informatique, elle donne son avis, elle est présente au niveau du marketing, elle est présente au niveau de la vente, et donc, en fait, on va rassembler toutes les personnes sur une seule bannière, qui est la bannière du client et de la relation client. Voilà. Et ce qu'on appelle la culture client, le customer centric. Voilà. Les tendances également, il parlait également de la fin des sachants, comme je disais, du trop plein d'infos, la reliance, la morosité collective, l'économie collaborative, la pensée sans couture et la dictature de l'urgence. En fait, c'était un petit peu le fameux schéma dont il parlait avec Kevin, hein. Alors c'était le bouquin de Kevin Kelly, The Inevitable, où il disait 12 macro-tendances, donc la fin des sachants, comme il disait, hein, c'est fini, les founders de la FNAC qui connaissaient tout et que vous deviez supplier pour trouver le meilleur téléphone au meilleur prix. Il suffit de taper sur internet et vous avez la liste. Le trop plein d'informations, vous savez, hein, trop plein d'infos, trop plein de consommation, trop de consommation, toute la consommation. Moi je le vois, hein, quand vous achetez en fait des jouets, moi je vois la chambre de ma fille, de mes filles, ça déborde de jouets, ça déborde de bouquins, etc. Pareil sur internet, il y a trop d'informations, il faut choisir la bonne information. Donc la reliance, hein, c'est tout simplement que ça soit constant. Ensuite, la morosité collective. Donc, en fait, c'est vrai qu'aussi, on n'est pas forcément dans une économie qui est très directe. Donc, en fait, il faut essayer d'apporter aussi un petit peu de joie là-dessus et savoir comprendre qu'on est dans un environnement de crise. L'économie
contributive et collaborative, donc ça aussi c'est une tendance forte, hein. Quand on sort un produit, on peut très bien aussi le faire en crowdsourcing, on peut faire participer ses clients, etc., etc., à la création de produits. La pensée sans couture, c'est en fait on va commander sans couture. La dictature de l'urgence, c'est vrai que c'est un des moyens aussi de faire vendre, mais c'est quelque chose qui est important. Les gens veulent tout de suite des informations tout de suite et ils veulent un résultat immédiat. C'est l'ère du coaching, c'est l'ère du court terme. Or en fait c'est vrai que si on est, bon ça c'est mon avis à moi, hein, les gens sont beaucoup dans le court terme, dans l'opérationnel et manquent un peu de vision stratégique. On est parfois un petit peu tout le temps dans se dire je veux une solution tout de suite pour fixer le problème. Or pour fixer le problème parfois il ne faut pas juste utiliser un logiciel ou installer un truc, il faut travailler sur une culture d'entreprise, il faut travailler sur des gens, il faut former, etc. etc. Donc voilà, l'hybridation des vies pro-perso, c'est vrai que cette porosité entre le pro et le perso est vraiment quelque chose qu'on remarque de plus en plus, hein. Moi je le sais, hein, j'utilise mon portable perso pour le pro, mon PC pro pour le perso, et on a du mal en fait à être déconnecté totalement de sa vie entre les deux univers. Voilà. Donc le paradoxe de la vie privée, à la fois on veut avoir une vie privée, mais en même temps on est prêt à donner ses données à n'importe qui, à Facebook ou à d'autres personnes. Donc en fait on voit bien qu'il y a un paradoxe total. Donc en même temps, voilà, on veut être libre et se cacher, et en même temps on veut en fait avoir des offres personnalisées et pas payer pour des choses comme Facebook. Donc il faut savoir comment gérer ça et avoir les limites et éviter de se faire toper dans la main dans le pot de miel à prendre des données personnelles par exemple. Donc la pluralité des masques, oui, oui, on peut être grand consommateur de marque pour un produit et pas du tout pour les autres. Donc en fait ça c'est vraiment des dualités de comportement que l'on peut observer très facilement et qu'on observe beaucoup. C'est vrai que moi ça m'arrive d'acheter des produits de marque pour certaines choses, pour un anniversaire ou pour d'autres choses comme ça, et pour autant pour des produits de grande consommation qui sont assez basiques, et j'ai un comportement assez normal. Donc on voit en fait qu'il y a vraiment une dualité de comportement et une personne n'est pas juste la même chose tout le temps. Voilà. Le désenchantement du digital, bon ça je suis un petit peu moins fan là-dessus parce que le digital arrive quand même à faire beaucoup de choses, même si c'est vrai que on voit qu'il y a certaines personnes qui reviennent un petit peu et j'y comprends un petit peu. Voilà. Donc la lubrification du monde, qu'est-ce que c'est? On essaye de fluidifier le parcours client. Voilà. Donc l'expérience client là-dessus, chapeaute tout ça, hein. Avec l'expérience client, en fait, on va pouvoir renforcer sa différenciation par rapport à ses concurrents. On va pouvoir limiter la sensibilité au prix. Tout simplement, quand tu es client Apple, quand tu es client à la Fnac, tu dis si je suis client Darty ou je suis client ceci, cela, j'achète la sécurité. Quand tu es client chez Orange, tu dis de toute façon Orange, j'ai des boutiques, je peux aller poser des questions, ils ont un peu plus de temps, c'est pas un service client qui va me répondre au lance-pierre. Voilà. On renforce la fidélité active versus la fidélité passive, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment une bonne raison et qui sont des avocats et qui défendent la marque. Voilà. On renforce le bouche-oreille positif et bien sûr on augmente le panier moyen. Ça, je vous renvoyerai à une étude qui a été faite par Daniel Ray de Grenoble École de Management, qui est vraiment intéressante, qui explique ces fameux leviers de la fidélité, c'est-à-dire que la fidélité n'est pas toujours rentable par rapport à ce qu'on entend parler. La fidélité n'est rentable qu'à partir du moment où on a des paiements récurrents, un client qui commande régulièrement, qu'on peut augmenter le panier moyen en vendant des produits premium, qu'on peut risquer un bouche-oreille négatif, etc., etc. Si on est dans un secteur où, tout simplement, on n'a pas de problème en fait de clients qui reviennent, parce que les clients sont entre guillemets captif, hein. Par exemple, je vends des hamburgers en face de la Tour Eiffel ou à côté de la Tour Eiffel, je m'en fous un petit peu, de toute façon, que si les clients ils sont contents ou pas, de toute façon il y aura toujours des gens qui vont venir. Alors après, vous allez me dire, c'est pas tout le temps vrai, parce que il suffit que par exemple il y ait des hamburgers qui soient dégueulasses et que les gens postent des vidéos sur les réseaux sociaux ou postent un avis, n'allez surtout pas là-bas, c'est vraiment immonde. Là on peut avoir que certes quelques ennuis, mais dans beaucoup de cas en fait la fidélité n'est pas forcément rentable. Enfin, plutôt, je vais partir plutôt de l'inverse. La fidélité est rentable, mais il arrive que dans certains cas, elle ne le soit pas. Voilà, je pense qu'il faut plutôt partir de ce paradoxe et de ce paradigme au niveau de la fidélité. Voilà. Ce qui est également intéressant de voir, c'est que des tiers des Français pensent que l'expérience client doit s'améliorer, surtout qu'elle doit être cohérente avec le offline. Par exemple, offrir une expérience qui soit unique entre le online et offline. Je veux acheter un produit sur internet, j'aimerais pouvoir le retrouver en magasin ou tout simplement pouvoir le réserver et le récupérer plus tard. Il n'y a rien de plus frustrant de dire tiens, c'est disponible sur internet mais c'est pas disponible ou pas disponible au même prix dans son magasin. Voilà. Donc
Il y a également une transformation des enjeux. L'attente doit être au minimum satisfaite, c'est ce qu'on voyait en fait tout à l'heure. Hein. Il y a un contrat de base. En fait, il y a un contrat de base qui est vraiment clé. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de répondre aux besoins essentiels, ça ne sert à rien d'aller plus loin. En fait, il distingue deux choses. Le contrat de base, qui est vraiment le minimum à obtenir, le minimum à proposer au client, et ce qu'ils appellent en fait les motivateurs qui ont une forte charge émotionnelle. Donc les contrats de base, ça a une faible charge émotionnelle, et en fait, tout simplement, les motivateurs, comme ça, vont permettre en fait d'aller identifier des nouveaux relais de croissance qui vont tout simplement permettre à l'entreprise de se différencier des autres. Donc le contrat de base, qu'est-ce que c'est? On l'a vu tout à l'heure, c'est tout de suite. Le client, il veut commander son produit, ben, il veut le recevoir rapidement. Le client, il veut aller en magasin, et ben, il veut pouvoir l'utiliser tout de suite, que ça soit chargé, qu'il n'ait pas à recharger les piles de son téléphone, etc. Libre comme l'air, c'est-à-dire que ben, il peut être capable de partir comme il le souhaite. Simple et clair, ça doit être fluide, utilisable, etc. Donc il y a la chaleur ou la valeur ajoutée, on pourrait dire les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on pense à moi, c'est facile à utiliser. Relax max, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ben, voilà, j'ai un problème, je sais où je peux m'adresser. Ça, c'est vraiment entre guillemets le minimum. Les motivateurs, qu'est-ce que c'est? C'est me héroïser, dire que waouh, je vais par exemple utiliser de la gamification pour dire bravo, vous avez bien fait, vous avez utilisé votre produit, vous venez de lancer votre truc, c'est génial, etc., etc. C'est un peu les mécanismes de la gamification. C'est dialoguer avec la marque, c'est pas juste pousser de l'information, c'est accepter un retour, par exemple sur sa page Facebook, etc. C'est s'engager ensemble pour faire évoluer le produit et l'améliorer. C'est sécuriser le client sur son achat. Par exemple, il a acheté un produit, 3 semaines plus tard, il y a une promo, le client il va être furax si on lui fait pas par exemple une petite promo là-dessus. Il y a vraiment des choses à faire là-dessus. Donc bien sûr aussi faire vivre une histoire, c'est-à-dire voilà, vous faites partie d'une marque, vous avez acheté ceci, vous achetez cela. Donc ça, c'est des éléments très simples, très faciles à retenir et qui seront les clés pour motiver un client à rester chez vous. Donc si on revient, une transformation digitale, il y a des enjeux majeurs. L'attente doit être au minimum satisfaite, c'est l'attente du client. Il ne faut pas qu'il y ait vraiment de dissonance entre les deux, c'est le contrat de base. Hein. On s'attend vraiment à ce que vous achetez un produit, que vous en ayez pour votre argent. Et pour faire du contrat de base au contrat entre guillemets avancé, aux attentes sophistiquées, il faut passer par de l'engagement interne. Si les collaborateurs n'ont pas compris ça, en fait, ça ne marchera pas. Donc, il y a un problème de symétrie des attentions. Si la marque dit oui, le client est super important pour nous, et si dans l'opérationnel on lui dit de toute façon ce qui compte c'est vendre, 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 et tu t'en fous, de toute façon l'objectif c'est faire du chiffre d'affaires, et bien forcément le client il sera un petit peu pris à partie parce que le commercial en magasin il essaiera de vendre sa fameuse garantie assurance que le client n'utilisera jamais, et si au contraire on lui dit non mais vends la garantie assurance sur l'électroménager, etc., que si c'est vraiment utile, là le client se sentira valorisé, il dira mais c'est pas une arnaque, etc. Donc il faut vraiment indiquer qu'il faut passer du ROI au ROE, Return on Emotion. En fait, tout simplement, c'est dire voilà, il faut mettre de l'émotion auprès des collaborateurs et des clients pour en fait les fidéliser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste faire un investissement financier et se dire voilà, je fais du court-termiste, mais vraiment essayer d'aller vers le client. Les collaborateurs et les clients les plus engagés sont les plus précieux pour une entreprise parce que c'est un petit peu comme partout. Hein. Vous avez toujours 5% des gens qui sont très contents ou très mécontents et puis vous avez après la grande masse qui fait que suivre. Donc si vous avez des éléments moteurs et des clients moteurs qui sont là pour vous aider et vous pousser, vous aurez toute l'attitude pour être plus puissant sur le marché parce que vous aurez ces clients qui vont vous défendre naturellement. Donc il faut travailler sa pyramide du contrat de base aux éléments de motivation. Avant d'aller chercher les éléments motivateurs, il faut donc valider les fondamentaux. Sachant qu'il faut souvent faire moins et mieux, c'est-à-dire moins de budget et faire mieux qu'avant, et que beaucoup est du fouillis. C'est-à-dire que parfois il ne faut pas essayer d'en mettre trop dans son offre. Moi je le dis toujours, hein, il faut plutôt essayer de simplifier son offre. C'est un petit peu comme une sculpture. On fait une sculpture, on fait un tableau, puis après on essaye d'enlever des morceaux pour regarder uniquement la forme essentielle. C'est ça en fait qu'on reconnaît des bons produits. Ils n'essayent pas en fait de faire le couteau suisse, l'encyclopédie, mais ils essayent plutôt d'apporter une réponse simple à un besoin simple. Une fois qu'on a fait ça, c'est vraiment facile. Voilà, donc après je vous distinguerai pas un petit peu tous les schémas, ils nous ont donné quelques petits schémas intéressants. Une deuxième intervention était celle de Fabrice Marc d'Accenture, qui était assez intéressante, mais qui était vraiment orientée sur le ROI de l'expérience client. Donc en fait, il y avait quelques trucs intéressants. Ils indiquaient en fait quelques chiffres, comme par exemple 67%
58% des clients exigent un service client toujours plus rapide, c'est une constante. Dans les télécoms, on demande une réponse dans l'heure ou la demi-heure par exemple. 65% des clients veulent une expérience avec plus de simplicité et de praticité. 50% veulent une expérience plus personnalisée. Une mauvaise expérience n'est pas sans conséquence. 20% des consommateurs publient des avis négatifs, alors que maintenant, il y a quelques années, c'était 5%. Donc il y a une très forte augmentation des gens qui se défoulent sur Internet, donc on n'est plus libre comme ça. Je vous rappelais tout à l'heure ma petite anecdote en vous disant que si vous êtes dans un secteur où les gens vous commandent pas régulièrement, qui ne peuvent pas avoir de bouche-oreille négatif, vous n'étiez pas obligé de fidéliser. Là, en fait, vous voyez que même dans des secteurs un petit peu où on pourrait se dire il n'y a pas de problème, et il peut y en avoir parce que même en B2B, quelqu'un qui peut, ça m'est arrivé. Il y a quelques années de ça, je travaillais chez un éditeur de logiciels et on avait toute une gamme de produits, puis on avait un produit qui était un petit peu vieillissant. Et en fait, un utilisateur avait créé un blog qui était le blog des utilisateurs du logiciel Tartampion. Et en fait, il expliquait un petit peu sa vie avec l'application. Et c'est vrai que c'était une mine d'or pour nous pour améliorer le produit. Mais en même temps, dès qu'on tapait le nom du produit, dans les 2-3 résultats de recherche qui apparaissaient, il y avait ce fameux blog qui était là, qui nous mettait, alors je n'ai pas une balle dans le pied, une épine dans le pied, mais qui était un petit peu négatif. Donc vous voyez, même dans des secteurs B2B, en fait, on voit qu'il peut y avoir en fait des problématiques liées à la publication d'avis des clients. Surtout s'ils sont très mécontents et ils estiment qu'ils sont floués. Donc autrement, 39% des clients peuvent changer de fournisseur suite à une mauvaise expérience sans forcément se plaindre. En fait, ils partent tout simplement. La valeur de l'expérience client peut s'observer à un niveau macro. Selon en fait les CX Leaders sont Forrester et ils ont distingué en fait les CX Leaders, les CX Laggards, et ils montrent en fait que la performance financière des entreprises est liée à la satisfaction et à l'expérience client. Donc il ne faut pas se dire juste l'expérience client c'est le cash flow. Certes, c'est important d'avoir de la rentabilité, mais en fait quand on a une expérience client qui est au top, ça rapporte plus, ça coûte moins puisqu'en fait on adapte mieux ses produits, etc. Il reste plus longtemps le client dans l'entreprise, il vous recommande plus, il participe plus. Donc ainsi un client vous aide à créer vos services et vos produits, en fait ça vaut de l'or parce qu'en fait il vous aide à corriger vos problèmes sans devoir faire de multiples enquêtes, études, etc. Il est là pour vous aider, voilà, tout simplement. Mais mesurer la valeur n'est pas simple. Auparavant, en fait, si on compte dans les années 2010, c'est vrai qu'on est dans des cycles de feedback, de retour client qui étaient plutôt de niveau annuel, des programmes de fidélisation qui avaient une optique plutôt de rétention. Maintenant, dans les années 2018-2020, on est plutôt dans le temps réel. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'écoute à chaud. Si vous voulez savoir plus, vous allez sur le site eloquent.com, ELOQUANT.com, avec des solutions d'enquête de satisfaction et de mesure de la satisfaction client, de Customer Feedback Management. Et là en fait on va pouvoir mesurer la satisfaction client à chaud, c'est-à-dire par exemple suite à un passage en boutique, suite à une commande sur internet, suite à une création de compte, etc. On est vraiment dans le temps réel, à chaud, et à une valeur stratégique de sa base client, parce qu'en fait c'est vrai qu'on l'a rencontré, moi je l'ai vu lors des années de crise 2008, 2010, etc. Qu'est-ce qui sauve une marque? C'est pas d'aller à la chasse aux prospects parce que c'est toujours compliqué, mais au contraire d'avoir une base client, la faire travailler et si possible mettre en place du récurrent. Voilà. Donc la valeur client permet de fixer un cap, il faut reconnaître le client, il faut rester dans sa mémoire, il faut toujours être pertinent, il faut travailler sur la recommandation. Donc il faut qu'il y ait un élément stratégique entre l'entreprise et l'organisation. Comme je le disais, si au niveau de l'organisation on dit oui le client est super important, et puis si au niveau des commerciaux on leur dit attends Coco, ce qui est important c'est que tu fasses ton chiffre d'affaires du mois, en fait ça c'est une totale dissonance. Voilà, on n'est pas du tout là-dessus. Il faut un design d'expérience client, c'est-à-dire qu'en fait il faut se dire voilà quel est le parcours client, qu'est-ce qui se passe exactement. Il faut opérationnaliser le feedback et corriger l'insatisfaction le plus tôt possible. Plus vous attendez, plus ça va être un problème. Moi je vois quand on reçoit des recommandés, des choses comme ça, il faut les traiter immédiatement. Parce que si ça traîne, qu'est-ce qui se passe? Vous allez arriver tout simplement au procès, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Et il vaut mieux en fait traiter ça immédiatement, tout de suite, et le faire même avant que la personne va se recommander de manière plus anticipative. En via une enquête de SAT par exemple. Parce que vous savez comme moi, ça coûte quelques euros d'envoyer une enquête de satisfaction par email, par SMS. Par contre, s'il y a un juriste qui travaille dessus, s'il faut monter un dossier, s'il faut aller faire un truc au prud'homme, etc., là tout de suite ça explose. Et donc ça devient beaucoup plus rentable de corriger en amont le mécontentement client et la satisfaction, plutôt que d'aller faire du curatif et d'aller gérer les problèmes. Voilà, tout simplement.
Donc il faut également faire des métriques. Des métriques, qu'est-ce que c'est? Ok, avoir une culture client c'est bien, la satisfaction c'est bien, mais il faut mesurer quel est par exemple le NPS, quels sont les retours. Alors il faut bien sûr du quantitatif et du qualitatif. Si on s'arrête en fait à des indicateurs, on n'ira pas très loin. L'indicateur, ça donne juste une idée. L'explication, elle vient du verbatim, elle vient de la réponse qui a été faite par le client, du commentaire. Et parfois, on arrive justement à des commentaires qui sont, voilà, je vous mets 9, par exemple en note, en disant, votre produit est super, par contre, votre service client est vraiment à chier, les gens, ils répondent jamais, et puis vous n'êtes pas ouvert jusqu'à 21h. Si vous vous intéressez uniquement aux chiffres, vous verrez que vous avez une 9. Par contre, si on s'intéresse aux commentaires, vous verrez que le client il n'est pas content parce qu'il aimerait bien poser ses questions SAV en dehors des heures d'ouverture. Et donc dans ce cas-là, peut-être qu'il faut un chatbot ou n'importe quoi. Donc pour cela, en fait, comme je disais, je vous invite à mettre en place des enquêtes de satisfaction avec des outils comme par exemple Eloquent. Voilà. Ensuite, il faut bien sûr de la gouvernance et du contrôle. Il faut vérifier un peu comment ça se passe et pas partir dans tous les sens. Parfois, en fait, c'est vrai qu'on est dans du test and learn permanent, il faut essayer. Mais en fait, le problème du POC, du test, en fait, un POC, c'est Proof of Concept, c'est-à-dire qu'on va tester un truc avec un petit produit, etc. C'est qu'on n'a pas de vision globale, c'est-à-dire qu'on va tester un petit produit, on va tester un truc, on va mettre plein de petits patchs, plein de petits trucs, et on n'aura pas en fait de vision globale. Et on valide pas en fait ce qu'on a fait vraiment au POC, on a fait vraiment un petit truc, on a essayé, on a tenté, on s'est arrêté. Il faut plutôt essayer d'avoir des priorités, des axes stratégiques et choisir les bons combats. Une autre intervention qui était vraiment sympa, que malheureusement j'ai loupé en partie, c'était l'intervention de Didier Gambard de Toyota. C'était vraiment intéressant, c'était le PDG de Toyota France et il parlait de la transformation de l'entreprise vers le client. C'était vraiment bien parce que il nous montrait un peu la philosophie japonaise de qualité et c'est vrai que beaucoup de méthodes, la méthode Lean par exemple, qui est un très bon bouquin, je crois que c'est Eric Rice qui l'a écrit, je l'ai lu il y a un certain temps de cela et je l'ai trouvé très bien. D'ailleurs, je ferai peut-être à un moment donné une critique sur conseil marketing, mais donc en fait c'est vrai que la méthode Lean est vraiment intéressant et là il en présentait appliqué avec la méthode Toyota. En fait, ce qui est intéressant également chez Toyota, c'est qu'en fait, ils ont une ambition qui est vraiment intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, leur but, c'est pas de devenir le meilleur vendeur de voitures au monde, c'est d'être le meilleur vendeur de voitures de la ville où ils sont, pour tout simplement avoir plus de proximité avec le client. Et en fait, le but derrière ça, c'est de se dire, à force d'être numéro 1 dans chaque ville, par chaque garage, ils vont en fait finalement devenir les premiers. Donc leur but n'est pas de devenir le premier numéro 1 dans le monde immédiatement, mais à force d'être le premier dans chaque ville, ils vont devenir le meilleur au monde. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment assez intéressant. Donc pour mettre en place en fait ce système-là, ils ont une base unique client qui est sur le CRM Salesforce pour aller en fait vers ce qu'on appelle le phygital. Le phygital, c'est le physique et le digital. Si vous voulez savoir un petit peu comment ça marche, j'ai écrit un compte rendu d'une excellente intervention de Bouygues Télécom Entreprise sur le blog conseilmarketing.com où ils expliquent un peu leur principe du phygital dans leur boutique. C'est vraiment sympa. Vous pouvez le lire, tapez Bouygues Télécom Entreprise sur conseilmarketing.com ou phygital sur le blog. Donc en fait, leur but c'est de gommer les points de rupture entre le web, le téléphone et la concession. C'est-à-dire que si on remplit un formulaire sur le web, si on appelle au téléphone, si on va dans la concession, tout est rentré dans le CRM et comme ça en fait on sait tout. Si la personne a eu un problème de fuite, s'il a eu une révision il n'y a pas longtemps et puis après il a un problème technique, on peut le savoir. Donc il travaille également l'expérience client avec une analyse au niveau de chacun des points de vente et avec une analyse des verbatims. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est bien d'avoir une note, mais il faut analyser les verbatims. Et souvent, on utilise des solutions d'analyse sémantique pour analyser des centaines, voire des milliers, voire des centaines de milliers de commentaires. L'analyse sémantique automatisée étant intéressante à partir du moment où vous avez plus de 500 verbatim à traiter. Pourquoi? Parce que en fait, il faut un certain temps pour lire les commentaires, les analyser, faire une synthèse. Si vous avez par exemple 5 par jour, vous pouvez vous en passer. Si vous en avez 100 par jour, c'est impossible de le faire à la main parce que vous n'allez pas en fait pouvoir lire les 100 commentaires tous les jours. Puis au fil de l'eau, ça va s'accumuler. C'est pour ça en fait qu'il faut utiliser des solutions d'analyse sémantique qui vont détecter des signaux faibles, de l'insatisfaction, des résiliations, etc. Et là encore, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site d'Eloquent, eloquant.com et vous verrez en fait notre solution d'analyse sémantique automatique qui permet d'analyser les avis, les enquêtes de satisfaction et tout ça. Voilà. Ils ont également mis en place un seul call center pour que tous les points de parole soient cohérents. Alors ça,
personnellement, je suis mitigé là-dessus. Parce qu'en fait, quand on a un call center qui est unique pour toute la France, on perd en fait la main sur la relation client au niveau local. Personnellement, moi, en termes de clients, je ne parlerai pas en termes d'entreprise, mais en termes de clients, bah, j'aime pas trop. Alors certes, si vous avez pour chaque point de vente, en fait, un centre d'appel, bah, vous avez de l'attente, vous avez des gens qui sont pas forcément hyper sympas, vous avez une dispersion de la qualité, certes, mais en fait, avoir en fait ne plus de lien avec le garage local, devoir passer par une solution de centre d'appel, etc., c'est pas génial. Sauf si vous avez en fait une solution de centre d'appel qui permet en fait de centraliser des trucs, mais après de dispatcher au garage de manière totalement transparente et sans avoir des centaines d'interlocuteurs entre temps ou d'avoir des sonneries au téléphone. Ça en fait, ben, par exemple aussi on le fait chez Locan, E-L-O-Q-U-A-N-T, mais disons que vous allez connaître par cœur, avec des solutions de centre d'appel. Voilà. Donc la philosophie de Toyota, elle se résume en fait en 8 points. En fait, ils ont un petit graphique. C'est tout simplement, le premier, c'est préparation-action. C'est-à-dire qu'il faut passer 70% de son temps à préparer et 30% à agir. Alors pour les Japonais, a priori, dans cette philosophie-là, c'est la clé. Nous, en fait, c'est vrai qu'en latin, on est plutôt à l'inverse. On passe 70% du temps à agir et 30% à préparer. Moi, je suis plutôt dans cette optique-là, test and learn, growth hacking, etc. Mais c'est vrai que si on a une vision d'ensemble, en fait, on évite en fait de partir dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est pas mal de faire ça. Bon, chacun sa philosophie. Moi, je la trouve très bonne, mais c'est vrai que j'aurais du mal à m'y plier. Je suis beaucoup dans plutôt de l'action plus que de la réflexion. Mais c'est vrai que réfléchir, c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est voir grand et viser la lune. Si en fait vous dites voilà tiens bah, je vais par exemple être le meilleur garagiste de ma ville, ce qui est très bien, non plutôt je vais être un bon garagiste ou je vais être un bon garagiste local, c'est bien, mais si vous êtes le meilleur de votre région, là tout à fait c'est totalement différent. Ou alors si vous dites tiens je veux devenir par exemple blogueur numéro 1 dans le marketing, ok, ça c'est un truc qui fait rêver. Si vous dites juste bah, je vais monter un blog sur le marketing, là ça fait pas rêver. Donc en fait il faut voir grand. Comme on dit, visez la lune et peut-être que vous atteindrez les étoiles. Ou plutôt visez les étoiles, vous atteindrez peut-être la lune. Voilà. Kaizen. Kaizen, autrement, c'est une philosophie qui est importante, c'est la stratégie des petits pas. En test and learn, il faut essayer sur un petit nombre de points de vente, par exemple, et ensuite le déployer sur les autres si ça marche. Ensuite, ils ont un truc qui s'appelle Sogo Eigyo, c'est tout simplement soigner la vente et la prévente. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une stratégie de terre brûlée comme on le voit souvent. C'est-à-dire que le but de toute façon pour certaines entreprises c'est vendre et puis fuck you. Non, on n'est pas du tout là-dessus. Un client, il faut satisfaire, vérifier si ça va pas, etc. Ensuite, avoir une culture de l'accueil. Une culture de l'accueil, c'est le point en fait qui s'appelle Omotenashi e Ishigo Ishie. Alors, vous pardonnerez mon japonais. C'est tout simplement faire en sorte que le client soit comme chez lui. Par exemple, quand on vient chez Toyota, a priori, hein, déposer sa voiture, on peut avoir un véhicule électrique pour aider le client à utiliser en fait sa bagnole, enfin de près pendant la période de révision, et en fait on lui fait découvrir en même temps un nouveau véhicule de très bonne qualité, un véhicule original. C'est vrai que ça moi je l'ai connu pendant très longtemps. Là par exemple, là, je vais faire réparer ma bagnole dans un petit garage Renault là, pas très loin de chez moi, pour pas les nommer, mais qu'est-ce qui va se passer? Et ben en fait, je vais prendre la voiture de ma femme, on va devoir aller à deux, donc moi avec la bagnole, ma femme avec une autre bagnole, et on va devoir aller ensemble le matin, on va déposer la bagnole, ensuite on va repartir, ensuite on va revenir, etc. etc. Sincèrement, c'est à chaque fois toute une organisation avec la logistique, avec les mômes, alors que c'est vrai que j'aurais bien aimé d'avoir c'était ce truc-là, le garagiste qui me disent non mais vous inquiétez pas, venez le matin, on va vous donner une voiture toute neuve, vous voyez, ça va être génial, et ça pourrait vous intéresser, surtout en fait la voiture de ma femme, elle commence à être un petit peu ancienne, donc pour eux ça aurait été tout bénef de me prêter une bagnole qui donne envie après d'en changer. Bref, je ferme la parenthèse anecdote personnelle, mais c'est pour montrer que ce truc-là, soigner l'accueil, il est important. Voilà. Ensuite ils ont un autre truc qui s'appelle Andon,
qui est une des clés, qui est également le travail sur l'engagement des collaborateurs et la responsabilisation. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la symétrie des attentions, mesurer en fait ce que pensent les collaborateurs par rapport à ce que pensent les clients, et qu'il n'y ait pas de dissonance. Si les clients, si les collaborateurs se disent de toute façon ce qui est important c'est faire du pognon et facturer un max, et forcément vous aurez du mal à faire comprendre que le client il faut le soigner, etc. Donc en fait il faut se dire voilà, l'engagement des collaborateurs, la responsabilisation, c'est se dire c'est toi qui es responsable de ton secteur, et ça se fait à tous les niveaux. Et c'est vrai qu'on en discutait avec Alain Bouvray, le DG d'Eloquent, il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai qu'on parlait en fait de prospection, et il me disait mais de toute façon si tu fais les choses à la place des gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et ils vont se démotiver, ils vont dire de toute façon moi je vais pas le faire parce que lui il le fait tout le temps, et voilà. Donc en fait il faut pas faire les choses à la place des autres, il faut les laisser faire même si c'est pas génial, même s'ils se plantent. C'est le meilleur moyen de pouvoir arriver à un bon résultat et d'apporter une bonne culture. Voilà. Le deuxième point, c'était Yokoten, qui consiste en fait à partager les bonnes pratiques et aller dans l'amélioration continue. C'est le process entre guillemets lean. On parlait tout à l'heure du bouquin d'Eric Rice. Tout simplement, c'est voilà, on partage les bonnes pratiques entre les différentes concessions, etc. Et on met ça en place dans l'entreprise. Le dernier point, c'était Ganbaro. Alors, je ne sais pas si je le prononce de la bonne manière. C'est tout simplement faire de son mieux pour améliorer l'expérience client. Bon, bien entendu, faire de son mieux, c'est vraiment être consciencieux. Voilà. Donc c'est important comme il disait à la fin en conclusion, on doit être centré sur l'expérience client, car c'est le succès de la réussite de maintenant et de demain. L'objectif pour eux est d'être mémorisé par ce qu'on a fait par le passé, et en fait c'est l'expérience passée, l'expérience cumulée, qui va donner cette expérience client, et pas juste avoir des dires ou faire une action qui arrive qu'une fois. Il faut créer de l'émotion, et cette émotion se fait par la reproduction de petits gestes au fil du temps. Voilà. Donc ça c'était quelques-unes des premières interventions du salon CX Paris, avec des informations sur la relation client. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le blog conseilmarketing.com, ou vous allez sur le site eloquent.com, ELOQUANT. A plus, bye bye.